Bonjour à tous. Cette vidéo sera consacrée à la guerre en Ukraine. Une guerre qui dure depuis plus d'un an et finalement, on n'en voit pas la fin. On a l'impression d'un enlisement et finalement l'impression que ça donne, c'est qu'il n'y a pas de solution pour le moment parce que finalement la situation est quelque part en situation d'impasse pour être un peu diplomate. Mais le fait est que quand on se réfère au conflit en Ukraine, il y a la réalité de ce qu'on peut voir dans les médias et il y a la réalité sur le terrain. Et en fait, c'est un peu ce que je déplore personnellement, c'est que beaucoup de journalistes, beaucoup d'experts, en fait, prennent, pour être crus, leur désir pour des réalités au final. Et on se rend compte que leurs analyses sont conditionnées à ce qu'ils aimeraient que soit la réalité, plus qu'à ce qu'est la réalité. Et c'est le souci, parce que quelles que soient nos convictions politiques, quels que soient nos partis pris, la prise de décision ne peut être efficace que si on les prend à partir des bons éléments. Et les éléments pour comprendre la situation sont cruciaux. Donc si l'on s'en réfère à des analyses qui sont erronées parce que justement on les base sur le parti pris, sur le désir qu'on prend pour des réalités, c'est des analyses qui faussent notre jugement et qui nous amènent à prendre les mauvaises décisions. Donc qu'en est-il de la guerre en Ukraine? Alors pour ceux qui me rejoignent pour la première fois sur une de mes vidéos, je tiens à les informer que je suis une personne non-voyante, donc ça complique assez ma façon de faire des vidéos. Faire les vidéos, c'est pas ce que je fais de plus simple au quotidien. Donc, je suis ce qu'on pourrait appeler un youtubeur débutant. Par conséquent, je vous demanderai de bien vouloir être indulgent pour ce qui est des aspects visuels et de bien vouloir vous concentrer plus sur le contenu des vidéos que sur les aspects visuels. De mon côté, je promets de faire mon maximum pour que les aspects visuels aussi arrivent à un niveau acceptable. Eh bien, la guerre en Ukraine, qu'en est-il? Nous avons une offensive, une contre-offensive ukrainienne dont nous ne savons quasiment rien, mais ce qu'on peut dire avec exactitude, c'est que finalement, elle n'a pas abouti à grand-chose, puisque malgré les commentaires qu'on peut trouver, quand on regarde les cartes, ce qu'on voit, c'est que finalement les lignes n'ont pas bougé. Elles n'ont pas bougé tant que ça. Elles ont bougé un petit peu, mais elles n'ont pas bougé tant que ça. Et finalement, on peut dire que depuis octobre 2022, on assiste à une guerre de position en Ukraine. Et que depuis ce temps-là, donc à part la bataille de Bakhmout et d'autres batailles moins connues, donc finalement, il se passe pas grand-chose de neuf. Donc c'est une guerre de position. Et on voit clairement que les Ukrainiens n'arrivent pas à prendre le dessus. Et quand on dit les Ukrainiens, il faut dire l'Occident, puisque finalement, nous, en tant que non co-belligérants, nous sommes quelque part co-belligérants, puisque nous fournissons l'aide militaire, les conseils d'aide militaire logistique à l'Ukraine. Donc quelque part, c'est une manière quelque peu erronée de considérer que nous ne sommes pas belligérants de cette guerre. Mais bon, mais officiellement, nous ne le sommes pas. Nous avons adopté une stratégie en Occident, que ce soit la France, les États-Unis, la Pologne, autres, la position de dire nous soutenons l'Ukraine, mais nous n'entrons pas dans la guerre contre la Russie. Nous soutenons l'Ukraine en fixant la ligne rouge, donc jusqu'au moment où cette guerre ne s'étale pas à d'autres pays. Mais le fait est, c'est que finalement, aujourd'hui, cette ligne rouge, elle fait que cette stratégie a montré ses limites et finalement, elle est même arrivée au terme de ce qu'on peut faire avec cette approche. Donc, soutenir l'Ukraine sans entrer dans la guerre avec la Russie, aujourd'hui, c'est une stratégie qui, d'un point de vue militaire, d'un point de vue réel, n'apporte plus grand-chose. Pourquoi? Parce que finalement, la logistique dont bénéficient les Ukrainiens est clairement insuffisante. Alors, il faut dire les choses clairement. Donc, en Occident, on a tendance à dire, à vanter les mérites de notre soutien à l'Ukraine, mais ce soutien est largement insuffisant. Parce que quand on s'en réfère un peu au nombre de chars, par exemple, au nombre de matériels qui sont livrés aux Ukrainiens, c'est un matériel qui permet à peine à l'Ukraine de tenir une attaque russe, de survivre à l'attaque russe, finalement à l'agression russe, mais c'est pas un matériel nécessaire pour mener des contre-offensives efficaces.
Donc ça, il faut bien se rendre compte que notre soutien en termes quantitatifs est nettement insuffisant. Donc on ne peut pas espérer des avancées significatives sur le terrain en Ukraine si l'on s'en tient à un soutien tel qu'il est fixé maintenant. Donc si l'on s'en tient aux chiffres officiels qui ont été donnés, les Ukrainiens ont reçu en termes de blindés environ 300 chars lourds. C'est largement insuffisant pour mener une offensive efficace. Maintenant, il faut aussi voir le matériel qui est fourni. Alors, mis à part du matériel moderne électronique, des systèmes de reconnaissance, en termes de blindés, par exemple, donc nous critiquons la Russie pour leur T-72, leur T-55, leur T-64, donc du matériel qui date des années 60, 70, des années du XXe siècle. Par contre, nous, les Occidentaux, en fournissant donc les chars Léopard 1 et les Léopard 2, c'est aussi du matériel qui date du XXe siècle. Donc finalement, c'est un matériel équivalent. Et en plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces chars, donc les Léopards, ont été conçus justement à l'époque de la guerre froide pour faire face aux tanks russes. Donc finalement, on a du matériel qui est équivalent. En termes d'ancienneté, en termes de valeur, finalement, c'est un matériel qui est très comparable. Donc, effectivement, les Russes, sur le terrain, utilisent du matériel qui date d'il y a 40-50 ans. Mais par exemple, les chars légers ou les blindés légers que la France fournit aux Ukrainiens, les AMX-10 RC ou les AMX-30 RC, bon, ce sont des blindés qui datent des années 70. Ça, il faut bien se rendre compte justement de ce fait. Donc critiquer les Russes pour l'utilisation de leur matériel, quelque part, n'est pas très cohérent dans la mesure où nous envoyons aux Ukrainiens du matériel similaire, donc qui date de la même période. La seule différence, c'est que le matériel russe, il y en a bien plus, finalement, en termes quantitatifs, que du matériel européen que nous ne pouvons offrir à l'Ukraine. Les Russes ont à leur disposition bien plus de chars, de blindés, que ce que nous avons fourni en tant qu'Occident à l'Ukraine. Ensuite, il faut bien comprendre qu'il y a un grave souci de logistique. D'une part, c'est une question de méthode. Alors, le matériel russe, en fait, effectivement, c'est un matériel assez primitif, c'est un matériel qui n'est pas très évolué technologiquement, mais c'est un matériel qui se répare assez facilement. Donc, un tank russe qui a été endommagé ou qui est tombé en panne, eh bien, il suffit de pas grand-chose pour le réparer, et finalement, il suffit d'avoir des connaissances basiques pour le faire. Un blindé occidental, du type Léopard, du type Challenger, du type AMX-10, c'est un matériel complexe qui mérite d'une part des pièces de rechange, d'autre part une chaîne logistique, mais surtout un savoir-faire. Il faut savoir réparer ce matériel. Ce savoir-faire, les Ukrainiens ne l'ont pas, et les pièces de rechange manquent également. Alors, pour donner un autre exemple, donc d'un matériel plus moderne, le canon César, le canon français, aujourd'hui considéré comme l'un des canons les plus modernes et les plus efficaces au monde. Certes, c'est un matériel moderne, mais c'est un matériel qui est extrêmement fragile, extrêmement compliqué à utiliser, mais également compliqué à entretenir. Donc, l'endommagement de ce matériel, même le moindre endommagement, fait qu'il devient inutilisable si on n'a pas la logistique nécessaire pour pouvoir le remettre en état. Donc, d'un côté, les Russes ont certes du matériel qui peut sembler obsolète, mais ils en ont beaucoup, tout simplement. Ils en ont bien plus que ce que les Ukrainiens ont à leur disposition. Ensuite, eux, ils n'ont pas de souci de maintien de ce matériel. Ils n'ont pas de souci avec les pièces de rechange. Ils n'ont pas de souci avec le savoir-faire. Donc tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, les Russes restent avantagés et restent en position de force en Ukraine. Ensuite, il y a la question des munitions. Alors, il faut bien voir qu'en termes de munitions, on n'arrive pas à égaler ce que les Russes peuvent fournir sur le front ukrainien. Alors, d'une part, les Russes ont leur propre production. Ils sont passés en économie de semi-guerre, on peut dire, chose que nous n'avons pas faite en Occident. Nous nous refusons à passer en économie de guerre. Les Russes ont commencé à le faire, mais aussi, il faut bien voir que les Russes ont un soutien logistique, un soutien en termes de matériel, en termes de munitions, de la part de plusieurs pays, que ce soit le Brésil, que ce soit l'Afrique du Sud. On parle également d'un soutien de l'Inde. Ils achètent aussi du matériel en Iran, ils achètent des obus en Corée du Nord. Alors, on a tendance à se moquer
des Russes pour leur achat d'obus en Corée du Nord. Mais oui, mais ce sont des obus qui sont efficaces et en plus qui sont pas très chers. Donc même s'ils sont vieux, ils suffisent à mener la guerre de manière à remplir les exigences de l'armée russe. Donc finalement, que ce soit la Corée du Nord, que ce soit le Brésil, que ce soit l'Inde ou d'autres pays, les Russes ne manquent pas de fournisseurs de munitions, ils en produisent également. Pour donner un exemple, on considère aujourd'hui que les Russes tirent environ 20 000 obus par jour. 20 000 obus par jour sur le front ukrainien. Toute action et bataille confondues. Pour donner un exemple, la France doit passer, en termes de production d'obus, sur son territoire en 2030, à la production de 95 000 obus par an. Donc finalement, nous, en France, on va fabriquer en un an, c'est pas encore fait, hein, ça devrait arriver, mais on va fabriquer en un an ce que les Russes consomment en 5 jours de guerre en Ukraine. Donc voilà, pour comprendre le rapport de force. Donc aujourd'hui, il y a clairement un souci de matériel. Le matériel qui est fourni à l'Ukraine est insuffisant. Les munitions qui sont fournies à l'Ukraine sont insuffisantes. Un matériel donc qui est insuffisant en nombre, mais en plus qui a du mal à se faire remplacer. Tout ça fait qu'aujourd'hui, les Ukrainiens ne sont pas en mesure de mener une offensive efficace. Et ça, il faut se dire les choses clairement. Donc, la stratégie soutenir l'Ukraine sans entrer dans la guerre avec la Russie, aujourd'hui, c'est une stratégie qui arrivait au bout de ce qu'elle pouvait nous offrir. Parce que, finalement, nous avons deux options. Soit nous décidons de soutenir l'Ukraine réellement et de lui donner les moyens adéquats pour mener une offensive digne de ce nom. Mais ça implique que nous passions en économie de guerre, chose dont l'Europe se refuse pour l'instant. Si ensuite nous voulons mener une campagne efficace contre la Russie, il faut dire les choses également clairement de ce côté-là, ça impliquerait une attaque d'objectifs en Russie, à savoir l'industrie militaire sur le territoire russe. Et ce genre d'action mènerait clairement à la Troisième Guerre mondiale. Donc d'une part, passer en économie de guerre au niveau occidental, d'autre part, attaquer le potentiel militaire et industriel sur le territoire russe. Donc soit nous faisons ça, et là du coup l'Ukraine a les moyens avec le soutien de l'Occident de mener des actions effectivement efficaces, soit nous décidons purement et simplement que nous nous refusons à attaquer la Russie sur son territoire, donc attaquer son potentiel militaro-industriel, et que nous nous refusons de passer en économie de guerre. Et là, il faut accepter la triste réalité. La triste réalité, c'est que en continuant sur cette voie, avec la stratégie soutenir l'Ukraine sans entrer dans la guerre, nous n'avons absolument pas la possibilité de fournir à l'Ukraine le matériel nécessaire, en quantité nécessaire, pour mener des actions efficaces contre la Russie. Et cela fait que les Ukrainiens ne sont pas en mesure d'arriver à ce ton dont on attend d'eux, donc finalement, d'arriver à des victoires militaires qui leur donnent une position confortable de négociation. Alors on compare souvent la guerre qui a eu lieu maintenant en Ukraine avec la guerre polono-bolchevique qui avait lieu en 1920, donc sur le territoire polonais, et, biélorusse et ukrainien. Donc à l'époque, effectivement, donc la Pologne et à l'époque la Russie bolchevique, puisque l'URSS n'existait pas encore, donc menait une guerre donc qui d'abord, donc on l'a vu l'avancée polonaise, ensuite les Polonais donc ont perdu du terrain et finalement ils ont stoppé l'avancée bolchevique et ils ont repris l'initiative. Mais en fait, il y a eu 4 batailles décisives entre août 1920 et octobre 1920 qui ont fait que l'armée russe, l'armée bolchevique, donc pour être plus juste, s'est trouvée être en défaut. Donc il y a eu 4 batailles. Donc d'une part, la Pologne a tenu l'attaque l'attaque de Varsovie. Varsovie a été attaquée par les bolcheviques. L'armée polonaise a réussi à tenir la ville. Ensuite, elle a fait une contre-offensive, en fait, ce qu'on appelle la contre-offensive de Nadwieprzę. Et ensuite, 2 autres batailles, donc une bataille de cavalerie à Komarovo et une autre bataille près de la rivière Niemen. Donc 4 batailles qui ont fait que les Polonais ont repris l'initiative et du coup les négociations ont tourné à l'avantage des Polonais. Là, les Ukrainiens n'en sont pas là du tout, parce qu'aujourd'hui l'initiative, ils l'ont pas.
Et finalement, ils ne sont pas en position de force, puisque donc, les Russes ont annexé 4 régions ukrainiennes. Et aujourd'hui, les Ukrainiens n'ont pas les moyens de les reprendre. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre par reprendre l'initiative? Il faudrait que les Russes n'aient plus accès à la Crimée, par exemple. Donc, il faudrait que finalement que les Ukrainiens réussissent à leur bloquer l'accès à la Crimée. Donc ça c'est pas fait. Qu'est-ce qu'on pourrait ensuite appeler l'initiative ukrainienne? Par exemple, la prise de Donetsk, de Lugansk par les Ukrainiens, la reprise, ou par exemple, effectivement, la sécurisation de la région de Zaporizhia, donc du sud. Tout ça, c'est pas fait. Donc aujourd'hui, l'Ukraine n'est pas en position de force. Donc la situation est bloquée finalement. Et en fait, nous nous trouvons dans une impasse, nous en tant qu'Occidentaux, parce que finalement, quand la guerre a débuté, donc le 24 février de l'année dernière, quand l'Ukraine a été attaquée par la Russie, cette guerre a choqué tout le monde. En fait, c'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a eu ce genre de situation, donc une invasion à part entière, un conflit d'autre intensité sur le sol européen. Donc, l'Occident, effectivement, a soutenu l'Ukraine. Ensuite, ce qui a aussi fait que ce soutien s'est matérialisé, c'est que l'Ukraine a démontré qu'elle voulait se battre et qu'elle était en mesure de résister. Mais le problème, en fait, c'est qu'on n'a pas calculé, les conséquences de ce soutien, parce que finalement, en soutenant l'Ukraine, même si on ne le dit pas, c'est effectivement une confrontation entre l'Occident et la Russie. Donc, si l'Ukraine arrive à récupérer tout son territoire, l'Occident gagne. Si c'est pas le cas, l'Occident perd. C'est comme ça que les choses se présentent aujourd'hui. Donc, en fait, en soutenant l'Ukraine, on est rentré dans une confrontation avec la Russie. Une confrontation qui aura aussi ses conséquences de la relation avec les autres pays, les autres puissances, comme la Chine par exemple. Et aujourd'hui, dans cette confrontation, on voit pas trop d'issue, parce que d'une part, on arrive au terme de ce qu'on peut faire en termes de soutien logistique pour l'Ukraine. D'une part, si l'on veut pas rentrer dans une guerre directe avec la Russie, on ne peut pas appliquer des méthodes, donc par exemple bombarder la Russie sur son territoire ou son complexe industriel. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de stopper la militarisation russe. D'autre part, nos stocks d'armement sont aussi très limités. Hein, ça, il faut bien comprendre. C'est que finalement, depuis 30 ans, on est dans une phase de désarmement. Ça fait finalement 30 ans qu'on estime qu'un conflit de haute intensité est absolument impossible en Europe. Donc, nous avons procédé à un désarmement de nos forces et surtout le matériel qui aujourd'hui paraît être indispensable en Ukraine, donc par exemple comme les blindés, c'est du matériel que nous n'avons plus parce qu'on a estimé qu'un conflit de haute intensité n'était plus d'actualité. Donc par exemple, le char Leclerc, le char de base français, n'est plus produit depuis 2008. Ça, il faut bien le voir. Et sa réédition n'est pas prévue. Ensuite, il faut aussi voir qu'il y a la réalité du papier, il y a la réalité réelle. Sur le papier, l'armée française dispose de plus de 200 chars du Leclerc en état de marche. Dans les faits, elle en dispose de quelques dizaines, c'est un fait. Donc, en termes de blindés, en Europe, en théorie, nous disposons d'environ 2000 blindés Léopard, 2000 et quelques. C'est la réalité du papier. Combien d'entre eux ont été en état de marche? Ça, on ne le sait pas. Ce n'est pas des informations auxquelles nous avons accès. Et pareil pour les États-Unis aussi, en termes de blindés, aujourd'hui, ils ne sont pas franchement beaucoup mieux lotis que nous. Ils ont effectivement des blindés Abrams. Bon, il faut aussi préciser que le tank Abrams, c'est un blindé qui est compliqué, parce que il demande une logistique énorme. Hein. Donc voilà, donc livrer des Abrams, finalement, équivaut à livrer une logistique avec ce tank, en fait, parce que sinon, sans cette logistique, ce tank est presque inutilisable. Mais même pour revenir en termes de ce que les Américains peuvent fournir, eh ben, on voit clairement que non plus, ils n'ont pas tant que ça d'Abrams en état de marche. Donc, dans la mesure où l'Occident est parti du principe qu'un conflit de haute intensité n'était plus d'actualité, en termes de matériel, nous avons clairement nos limites de livraison. Donc aujourd'hui, on a à peu près atteint ces limites. Donc on voit pas trop ce qu'on pourrait livrer de plus aux Ukrainiens. Donc il est question de leur livrer des avions F-16, des avions Mirage 2000. Bon, c'est faisable, mais c'est pas forcément ça qui va changer le cours de la guerre. Il faut aussi voir combien de ces appareils vont pouvoir leur être livrés et surtout dans quel délai, parce que bon, la livraison de ces appareils nécessite aussi une formation. Cette formation, elle se fait pas en deux jours, elle se fait même pas en 2 semaines. Donc finalement,
quand est-ce que ces avions pourront être livrés, en quelle quantité pourront-ils être livrés, et quel impact peuvent-ils avoir sur le champ de bataille, tout ça on ne le sait pas. Et il convient aussi de préciser que l'avion F-16, c'est un avion aussi qui date des années 70, des années 80 du XXe siècle. Donc aujourd'hui, l'avion F-16, c'est un avion qui est comparable au MiG-29 russe. Donc ça reste une technologie qui est également une technologie assez dépassée. Donc aujourd'hui, en termes de ce qu'on peut apporter logistiquement, soutien militaire à l'Ukraine, on arrive clairement à la limite de ce soutien, parce que nous, le matériel, on en a pas beaucoup plus à leur donner, ça il faut aussi le dire. Donc on peut leur donner plus de roquettes Milan, plus de Javelin, plus de Stingers, mais c'est pas ça qui leur permettra de mener une contre-offensive réelle, et c'est surtout pas ça qui leur permettra de reprendre l'initiative, ou justement de gagner quelques batailles qui leur permettraient d'être en position de force lors des négociations. Donc aujourd'hui, d'un point de vue militaire, on est tout simplement coincé. Et ça, il faut se dire les choses clairement, c'est que finalement, le matériel qu'on leur a fourni est insuffisant, la contre-offensive ukrainienne paraît être un échec, et on voit pas trop ce qu'on peut faire de plus pour dépasser cet échec. Donc ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte, et que ça nous plaise ou non, c'est un fait. Voilà, donc c'est un fait qu'il faut intégrer. Donc, quelles sont les autres options qui s'offrent à nous? Eh bien, les négociations. Les négociations, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la mesure où la Russie reste en position de force, parce que finalement, elle réussit à repousser l'offensive ukrainienne, parce qu'elle ne manque pas, elle n'a aucun souci d'un point de vue des logistiques et de ce qu'elle peut mettre sur le front en termes militaires, parce qu'effectivement, elle a des partenaires. La guerre en Ukraine a signé le rapprochement de la Russie avec les États de ce qu'on appelle le BRICS, hein, donc le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Argentine. Aujourd'hui, la Russie, elle n'a aucun souci de matériel. En plus, elle a des alliés qui lui permettent de contourner de manière très efficace les sanctions occidentales qui, disons-le clairement, ne sont pas imperméables. Hein. Elles ont aussi été construites de façon à ce qu'elles ne fassent pas trop mal aux divers pays européens. Donc il faut bien voir que ces sanctions, elles ont leurs limites aussi. Hein. Maintenant, la Turquie permet à la Russie de contourner ces sanctions de manière très efficace. Alors d'une part, la Turquie est devenue une plateforme d'import et d'export pour la Russie. D'autre part, la Turquie fournit des semi-conducteurs civils à la Russie. Alors pas ouvertement, pas officiellement, mais en fait ce qui se passe, c'est que les Turcs vendent officiellement du matériel donc AGD, donc frigo, machine à laver, etc., aux Russes. Donc les Russes récupèrent les semi-conducteurs civils. Alors ils sont peut-être pas aussi bons que les semi-conducteurs qualité militaire, mais bon, mais le fait est que ça suffit pour pouvoir envoyer des missiles et d'autres engins explosifs sur l'Ukraine. Donc c'est parfaitement suffisant pour ce que les Russes veulent faire sur le champ de bataille. Donc aujourd'hui les Russes, en fait, ils ont absolument aucun souci d'un point de vue logistique. Et ça, il faut se les dire clairement. Ils n'ont pas de soucis et ils en auront pas. Ils ont des drones iraniens, ils ont des fournisseurs d'obus à tout va. Eux également produisent de plus en plus de matériel. Et surtout la différence entre nous et la Russie, c'est que la Russie est passée en économie semi-guerre alors que nous y refusons. Et ça risque pas d'arriver de ce qu'on peut voir pour l'instant. Donc l'Europe ne passera pas en économie de guerre. Donc, si l'on prend les aspects militaires, les aspects logistiques, aujourd'hui la Russie elle a l'avantage. Et donc la stratégie que nous appliquons ici en Europe ou en Occident, en tant qu'Union européenne, en tant qu'OTAN, finalement c'est de la poudre aux yeux, parce que cette stratégie-là, clairement, elle arrive à ses limites. Et aujourd'hui, d'un point de vue militaire, d'un point de vue de livraison, de soutien matériel, on ne voit pas trop ce qu'on pourrait faire de plus pour que l'Ukraine puisse prendre l'avantage. Donc effectivement, donc, les Russes, ils ont commis une erreur au début de la guerre, ça c'est clair. En fait, l'agression russe sur l'Ukraine a été pensée exactement comme l'intervention soviétique en 68 qui a eu lieu en Tchécoslovaquie, ou alors l'intervention qui devait avoir lieu et qui a été stoppée en Pologne en 1981. Donc finalement, une intervention éclair, rapide,
qui devait non pas mener en fait à un conflit frontal de haute intensité, mais qui devait faire chuter le pouvoir à Kiev. Ça n'a pas marché pour diverses raisons. La première étant que les Russes ont sous-évalué la capacité de résistance des Ukrainiens et de leur population. Ça a été sous-évalué par les Russes. Ensuite, ils ont sous-évalué le niveau de préparation de l'Ukraine à une éventuelle agression. L'Ukraine ne s'est pas laissée surprendre. Donc cette agression, finalement, s'est heurtée immédiatement de la résistance parce que l'Ukraine n'a aucunement été surprise. Elle était, de manière basique peut-être, mais quand même prête, dans un premier temps, à résister à cette intervention, à cette agression. Après, aussi, l'information qui est très mal connue, mais quand on voit à peu près donc les troupes russes qui ont servi à l'agression de l'Ukraine dans sa première phase, ça ressemble plus en fait à une opération policière qu'à une opération militaire, parce que finalement, quand on regarde les troupes russes qui étaient sur le front biélorusse, hein, donc le front qui devait mener à la chute de Kiev, ce sont des troupes qui étaient composées à plus de la moitié de fonctionnaires ce qu'on appelle le Omon. Alors le Omon, c'est un service du ministère de l'Intérieur. Ce sont finalement des CRS. Ce sont des policiers, des fonctionnaires dont leur rôle principal, c'est de mater les émeutes dans les prisons, de mater les émeutes ou les manifestations. Mais ce ne sont pas des hommes qui sont formés à aller faire la guerre. Donc, on voit clairement que le gros de l'armée russe était plutôt destiné à faire du maintien de l'ordre et que leur calcul de la prise de Kiev était plutôt un calcul de prendre la ville de l'intérieur. Ça a échoué. Donc finalement, dans la mesure où les Russes ont sous-évalué la capacité de résistance des Ukrainiens, dans la mesure où effectivement leur logistique a fait aussi que les choses ont traîné, et dans ce genre d'opération, le temps, c'est un élément crucial. Donc en fait, ce genre de guerre, pour parler un peu en langage plus simple, soit en fait on la gagne en 3 jours, soit on la perd en 10 ans. Et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que comme dans un premier temps, les Russes ont patiné, ils se sont enlisés, le fait est qu'ils n'ont pas réussi à avancer parce qu'ils n'avaient ni les troupes nécessaires, donc ni les formations nécessaires. La logistique a été défaillante et finalement, comme ils sont partis mal préparés, puisqu'ils ont sous-évalué, absolument sous-estimé la résistance ukrainienne, du coup, ils sont partis avec de mauvaises informations, avec un mauvais constat et l'opération donc du front de Kiev, le front biélorusse a échoué. Mais le fait est qu'ensuite, ils sont passés en fait à leur plan B, donc ils sont passés à une guerre qui menait finalement depuis 2014, donc la guerre dans le Donbass et puis une guerre dans le sud. Et ça a été plus une réussite parce que finalement, ils sont passés plus à une guerre d'usure qu'à une guerre offensive. Et aujourd'hui, leur guerre d'usure, elle marche plutôt bien, puisqu'en fait, eux ont établi une ligne de défense assez solide sur le Dniepr. Et finalement, ils ne mènent pas d'action offensive à proprement parler, juste des actions de bombardement. Et aujourd'hui, donc, cette stratégie, finalement, de saigner l'ennemi à blanc, donc appliquée par les Allemands en 1916 à Verdun, aujourd'hui, finalement, elle profite à la Russie parce qu'effectivement, on voit que dans la durée, c'est quand même la Russie qui l'emporte, puisque, comme on le disait, plus de matériel, plus de moyens, plus d'hommes, et finalement, elle a tout son temps. Donc aujourd'hui, la Russie a le dessus. Et c'est pas être un agent russe que de le dire, c'est juste constater les faits. C'est qu'aujourd'hui, les Russes ont l'avantage, justement, de par les éléments que j'ai énoncés auparavant. Après, il faut aussi voir un élément qu'on ne prend pas en compte en Occident. C'est que finalement, les Russes ne reculeront pas. Parce que, pour eux, perdre l'Ukraine, c'est perdre leur empire. Et perdre leur empire, c'est perdre la Russie. Donc si la Russie veut prétendre à rester une puissance, ne serait-ce que moyenne, une puissance régionale, si la Russie veut prétendre à être une puissance mondiale, elle ne peut pas se permettre de perdre l'Ukraine. La perte de l'Ukraine ferait que, dans un temps assez proche, d'autres pays satellites quitteraient l'orbite russe. Donc aujourd'hui, les Russes, en fait, ne reculeront pas parce que pour eux, reculer, c'est perdre leur empire. Alors leur empire, certes, il est assez imaginaire. Alors nous, peut-être, ça peut nous faire rire, ces notions d'empire. Mais eux, en fait, ont leur notion d'empire, en fait. Et du coup, si
s'ils perdent l'Ukraine, eh ben dans leur logique, ils perdent leur puissance, ils perdent leur empire, et perdre l'empire, perdre leur puissance, ben c'est perdre la Russie. Donc la Russie, il faut bien se rendre compte d'une chose, hein, c'est que si elle est poussée à bout, et si en fait elle a un choix à faire entre perdre l'Ukraine, perdre cette guerre, et élargir le conflit à d'autres pays, elle n'hésitera pas. Et il faut bien voir que cette menace de l'élargissement du conflit à d'autres pays en Europe, elle est réelle. C'est pas juste un mirage qu'on fait miroiter comme ça. Non, cette menace-là, elle est réelle. Euh, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Alors, l'un des scénarios qui paraît être au travail, c'est que l'armée biélorusse agresse la Pologne sous un prétexte quelconque, et ça permettrait du coup aux Russes de tester la capacité de l'OTAN à se défendre, sa capacité de réaction, parce que d'un point de vue russe, il n'y a pas de cohésion au sein de l'OTAN. Et effectivement, c'est un peu ce qu'on peut penser, parce que quand on voit ce qui s'est passé en novembre de l'année dernière, donc on a un ou deux missiles, on n'a toujours pas déterminé, on n'a pas l'information, qui est tombé sur la Pologne. On a bien vu que finalement tout le monde tenait à ce qu'il soit clair que ces missiles n'ont pas été tirés par les Russes, mais que c'était des projectiles ukrainiens qui étaient destinés à la défense anti-aérienne. Voilà. Parce que si on avait établi que ces missiles étaient de provenance du territoire russe, ça aurait signifié que la Russie avait attaqué un pays de l'OTAN, et ça aurait signifié la Troisième Guerre mondiale. Donc le problème aujourd'hui, c'est que nous avons montré en novembre 2022 à la Russie que nous ne voulions pas la guerre. Peut-être qu'on aurait dû un peu hausser le ton, peut-être qu'on aurait dû effectivement pousser un peu plus les investigations. Le fait est que de par les réactions des dirigeants du monde occidental, on a directement vu que l'Occident redoutait pire que tout une confrontation avec la Russie, et que finalement, tout le monde tenait absolument à ce que la version officielle soit que le projectile qui est tombé sur la Pologne à Przewodów était un projectile qui a été tiré du territoire ukrainien et pas du territoire russe. Ensuite, il faut aussi bien voir, chose très mal connue en Occident, c'est qu'il y a entre-temps, entre novembre 2022 et juin 2023, pas mal de projectiles qui sont tombés sur la Pologne entre-temps. On a un missile qui a été retrouvé près de la ville de Bydgoszcz. On a des bombes qui ont explosé dans diverses villes polonaises. On a une bombe qui a explosé au sein du siège de la police nationale à Varsovie, donc une bombe qui a été ramenée finalement par le chef de la police polonaise qui est en rendez-vous avec son homologue à Kiev, et à son retour, donc il a ouvert un cadeau qu'il avait reçu de son homologue de Kiev, chef de la police ukrainienne, et il s'est avéré qu'en fait ce paquet était piégé. Donc il y a une bombe qui a explosé en fait au siège de la police nationale polonaise. Donc il fait aucun doute que ça a été fait par les services secrets russes. Et ça n'a pas fait l'objet de réaction de l'OTAN. Donc aujourd'hui les Russes, quelque part, ils sont en droit de se dire que finalement, s'ils se livraient à une agression périphérique de l'OTAN, donc périphérique, en disant périphérique, on pense à un pays donc du flanc est de l'OTAN, il n'y aurait pas de réaction majeure, parce que les pays de l'OTAN, donc la solidarité effectivement, elle semble être assez théorique. Est-ce qu'on peut s'imaginer, par exemple, que la deuxième armée de l'OTAN, donc la Turquie, l'armée turque, fasse partie d'un dispositif de défense dans le cadre d'une guerre contre la Russie, alors que les Turcs jouent justement les relations russes en tant qu'élément de négociation dans les relations avec l'Occident. Donc cette cohésion de l'OTAN, elle est purement théorique, et nous le savons, mais nous ne voulons pas nous l'avouer, les Russes le savent, et à un moment donné, ils pourraient, comme au poker, nous dire « voilà, je vais tester ». Et c'est une menace réelle. Si effectivement ça devait se produire, la solidarité de l'OTAN serait testée, et qui sait ce qu'il en adviendrait. Peut-être qu'on se retrouvait dans une situation comme en 1939, où les alliés britanniques et français n'ont pas réussi à soutenir la Pologne. Voilà. Donc il faut bien voir qu'à un moment donné, si la Russie est poussée à bout, elle risque de passer à l'étape suivante, et justement de tester en fait les résistances de l'Occident. Ensuite, il faut bien voir que la confrontation avec la Russie, elle ne se passe pas qu'en Ukraine, elle se passe aussi en Afrique, elle se passe aussi dans les Balkans, où les Russes déstabilisent la situation au Kosovo, en Bosnie, elle se passe aussi au Maghreb, hein, parce que les Russes sont très proches de l'Algérie, et aujourd'hui, les relations tendues franco-algériennes, les Russes y sont pour beaucoup. Les Russes tendent également les relations de l'Algérie avec le Maroc.
Donc il faut bien voir que cette confrontation-là, elle se passe à divers niveaux et que les Russes ont divers moyens de pression. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation qu'on pourrait qualifier d'impasse. Parce que finalement, donc, en appliquant la stratégie soutenir l'Ukraine sans entrer dans la guerre, on n'arrivera pas à soutenir l'Ukraine plus que ça, d'un point de vue logistique. Et ce soutien-là, il est insuffisant. Donc aujourd'hui, effectivement, on est dans une impasse. Après, il y a un autre souci, qui est peut-être même plus grave, c'est que finalement, nous, aujourd'hui, on a posé sur la table aucune offre pour l'Ukraine. Parce que finalement, aujourd'hui, les Ukrainiens font la guerre, ils payent un très lourd tribut, mais finalement, qu'est-ce qu'on leur propose? Alors, l'adhésion à l'Union européenne, non, parce que effectivement, bon, un pays qui se trouve dans cet état de destruction comme l'Ukraine, bon, ça serait compliqué de l'intégrer à l'Union européenne. On leur propose une communauté européenne politique, on ne sait même pas trop ce que ça veut dire. Donc cette communauté a été proposée par Macron le 9 mai de l'année dernière au Parlement européen à Strasbourg. C'est pas une des nouvelles, hein, parce qu'il faut bien voir que François Mitterrand a proposé à peu près la même chose à l'Europe orientale après la chute du mur de Berlin en 1989. À l'époque, il avait appelé ça la Confédération européenne. Donc finalement, cette communauté européenne, cette communauté politique européenne, donc elle a eu déjà 2 sommets, donc un à Prague, un autre à Chisinau en Moldavie, mais finalement, c'est un projet qui a peu vidé de son contenu, puisque finalement, on ne voit pas trop à quoi ça devrait aboutir. Ensuite, on propose aux Ukrainiens un conseil Ukraine-OTAN. Mais ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire un conseil Ukraine-OTAN? Ça ne veut pas dire grand-chose, c'est une autre proposition qui est vidée de son contenu. Aujourd'hui, on dit non à l'Ukraine du point de vue de l'adhésion. À l'OTAN, on lui dit oui et non, parce que d'une part, on dit que la porte de l'OTAN est ouverte, mais d'autre part, donc même si donc on a un conseil de défense en France, justement consacré à l'éventualité de l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, on sait parfaitement que ça se fera pas, même si la France, ce dont je doute moi personnellement, soutient l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, la Turquie s'y opposera. Et je vois pas trop les Américains soutenir cette proposition, parce qu'ils se rendent bien compte que faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN, c'est créer en fait un élément de friction et une zone de tension avec les Russes qui aurait caractère permanent. Et les Américains, il faut se dire les choses clairement, l'Ukraine, c'est pas leur priorité. Et plus que ça, si Joe Biden perd les élections l'année prochaine, qu'il est remplacé par Trump, DeSantis ou que sais-je, il y a fort à parier que les républicains se débarrasseront vite fait du conflit ukrainien, parce qu'aujourd'hui, leur priorité, c'est pas ça. Leur priorité, aujourd'hui, les Américains, c'est la Chine. Donc, il faut bien comprendre que l'Ukraine et le soutien à l'Ukraine, c'est aussi une stratégie qui a ses limites en termes temporels. Donc, aujourd'hui, en fait, on est dans une vraie impasse. Parce que d'une part, on n'est pas en mesure de faire guerre plus logistiquement si on ne veut pas entrer dans une guerre avec les Russes. Ce qui fait que les Ukrainiens ne peuvent pas se trouver en position de force pour négocier. Donc c'est les Russes qui sont en position de force. Donc ça fait que ce sommes nous qui sommes en position d'échec finalement, en position de faiblesse. D'autre part, nous, l'Ukraine, on lui propose rien du tout. On lui fait aucune proposition concrète. Et donc ces histoires de Conseil Ukraine-OTAN, Comité politique européen, bon, ce sont des projets qui sont que des mots, mais complètement vidés de leur contenu. Alors ensuite, on propose, donc la France, d'autres pays, proposent aux Ukrainiens que des pays tierces garantissent leur sécurité. Mais ça a déjà été fait. Enfin, je rappelle quand même qu'au début des années 90, il y a eu un traité qui a été signé, qui, en contrepartie des armes atomiques ukrainiennes, donc l'Ukraine s'est défaite de ses armes atomiques, en contrepartie, la France, la Grande-Bretagne, les USA et la Russie ont garanti sa sécurité au sens de l'inviolabilité de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Et donc finalement, on s'est retrouvé dans une situation où l'un des signataires de ce traité, donc l'un de ceux qui avait donné cette garantie, a agressé l'Ukraine. Donc aujourd'hui, des garanties, qu'est-ce qu'elles valent? Après, il faut bien comprendre que les garanties qu'offrent les États à un moment M, elles ont la valeur qu'on veut bien leur donner au moment où elles s'appliquent. Donc c'est-à-dire que même si nous aujourd'hui, en ayant les meilleures intentions du monde et même en étant prêts à faire preuve de tous nos moyens pour défendre l'Ukraine, si on leur donne les garanties, dans 10 ou 15 ans, on peut avoir des dirigeants qui interprètent ces garanties de manière totalement différente, qui ne s'appliquent pas du tout. Donc ce genre de garantie, ça ne vaut pas grand-chose. Donc il y a fort à parier
et que les Ukrainiens n'attendent pas grand-chose. Donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on se trouve dans une véritable impasse concernant la guerre en Ukraine, parce que c'est une guerre qu'on ne peut pas gagner, c'est une guerre qui risque de s'étendre à d'autres pays, que ce soit des pays des Balkans, que ce soit l'Afrique, que ce soit une augmentation des tensions entre l'Algérie et le Maroc qui peuvent mener à une guerre réelle entre l'Algérie et le Maroc, que ce soit des tensions franco-algériennes, que ce soit des tensions en Afrique. Donc la Russie a toutes sortes de moyens d'étendre ce conflit, même à la Pologne, en simplement agressant la Pologne, en le faisant faire par la Biélorussie peut-être, mais justement en testant la cohésion de l'OTAN. Donc, on est dans une impasse, et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'est pas prêt à négocier, parce que malgré ce qu'on dit dans les médias et ce qu'on peut entendre, ben, ceux qui sont en commande, ceux qui analysent la situation, se rendent bien compte qu'aujourd'hui, on est en situation de faiblesse, et qu'aujourd'hui, ben, qu'est-ce que nous, on peut négocier finalement? Ben, ce qu'on peut négocier, ou ce qu'on peut accepter, c'est que les Russes nous disent, OK, écoutez, on met fin au conflit, nous, on prend les 4 régions annexées, vous prenez le reste, mais l'Ukraine sera démilitarisée et n'entrera pas dans l'OTAN. Et ce genre de conditions, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que ce genre d'accord soit considéré comme un échec de l'Occident. Après, on peut aussi envisager la co-réalisation du conflit, à savoir qu'à un moment donné, le conflit est gelé, mais ça résout rien, et surtout pas pour l'Ukraine, parce que tant que l'Ukraine n'aura pas de frontières définies, de frontières stabilisées, elle ne pourra pas prétendre à une adhésion à l'Union européenne ou à l'OTAN. Donc finalement, geler un conflit, c'est pas intéressant pour l'Ukraine du tout, et c'est pas une solution, parce qu'on a en fait une zone de tension. C'est une façon de dire, ok, aujourd'hui on en reste là, on reviendra plus tard, mais ça résout rien du tout. Donc aujourd'hui, en fait, le conflit ukrainien, on a un véritable souci, parce que on a investi beaucoup politiquement, pas financièrement, parce que finalement, financièrement, on n'a pas investi grand-chose, et il faut bien comprendre que, bon, même en livrant aux Ukrainiens des canons César, c'est une façon de faire de la pub et de la com pour ce matériel. La France reste le troisième pays à vendre des armes au monde. Donc, voilà, aujourd'hui, la France a besoin de faire de la pub pour son matériel. Donc, en termes financiers, la guerre en Ukraine ne nous a pas coûté grand-chose. Ça, il faut se le dire. Mais en termes politiques, on y a investi beaucoup. On y a investi notre crédibilité. Donc aujourd'hui, comme nous, on a placé la barre très haut, nous, en tant qu'Occident, en disant, voilà, nous, ce qu'on attend, c'est que l'Ukraine retrouve l'intégrité territoriale. C'est ça, notre objectif. Aujourd'hui, ça paraît être inatteignable. Donc, si l'on se réfère à ça, il est très compliqué de voir comment est-ce que nous, on pourrait sortir aujourd'hui de ce conflit en disant, voilà, nous avons atteint nos objectifs. Donc, finalement, on ne voit pas trop comment on pourrait en sortir en tant que vainqueur, ou au moins pas perdant de ce conflit. Ensuite, la situation qui est attendue, donc l'Ukraine qui est en position de force dans les négociations parce qu'elle réussit à récupérer une partie de son territoire, ou alors parce qu'elle réussit à mettre les Russes en défaut, c'est une situation qui paraît improbable à ce jour, ou improbable purement et simplement. Donc, on se retrouve avec un souci, c'est que finalement, donc, cette guerre, elle va durer, parce qu'on n'est pas prêt à négocier, parce que les conditions ne sont pas réunies. Et pour finir, moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'il faudra attendre 20 ans, comme avec l'Afghanistan, pour qu'on se rende compte que finalement, on n'est pas prêt à atteindre nos objectifs et qu'on se retire en laissant les choses telles quelles et en laissant les problèmes aux pays limitrophes, comme la Pologne, qui va se retrouver à ses frontières avec un pays se trouvant en situation de destruction. Donc aujourd'hui, on a plein de belles paroles et de belles propositions. On parle de reconstruction de l'Ukraine, on fait des projets, on fait des plans. Mais finalement, le fait est que, d'une part, à l'Ukraine, on lui offre rien du tout. Et on lui offre surtout pas ce qu'elle vient chercher dans ce conflit, à savoir des garanties de sécurité, parce qu'on lui offre pas l'adhésion à l'OTAN, à l'Union européenne. On lui offre aucune garantie de sécurité. Et finalement, aujourd'hui, l'Ukraine, on n'arrive plus même à lui offrir un soutien nécessaire d'un point de vue logistique. Donc aujourd'hui, on a un véritable souci. Quelle est la solution? La solution serait de passer aux négociations. Mais aujourd'hui, les deux camps ne sont pas prêts. Les Russes ne négocieront pas parce qu'ils se sentent en position de force aujourd'hui. L'Occident ne négociera pas parce que l'Occident se sent en position de faiblesse. Et l'Ukraine ne négociera pas parce qu'au point où ils en sont, vu les pertes qu'ils ont subies,
ils n'ont plus grand-chose à perdre, donc ils se battront jusqu'au bout. Soit ils arriveront à atteindre leurs objectifs, soit ils mourront. C'est un peu l'état d'esprit dans lequel ils sont. Voilà un peu la situation. Bien, merci messieurs, dames, d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez trouvé son contenu intéressant, je vous invite à bien vouloir vous abonner à ma chaîne. Également, si vous avez trouvé que le contenu était intéressant, je vous invite à cliquer sur j'aime pour cette vidéo. Je ferai d'autres vidéos concernant les relations internationales ou ce qui se passe en Pologne. Une vidéo en perspective donc va concerner l'histoire du conflit politique en Pologne. Elle sera publiée ces prochains jours. En attendant, je vous remercie de l'attention que vous m'avez accordée. À bientôt.